Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une analyse qui secoue un peu nos certitudes sur l'intelligence artificielle. Bonjour, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On a souvent cette impression, je trouve, de conduire la voiture, de tenir le volant. Mhm. Mais est-ce que, au fond, ce n'est pas la voiture, ou plutôt son système de navigation ultra sophistiqué, qui nous dit où aller, comment y aller, et même à quelle vitesse? C'est une excellente image. C'est exactement la question de fond que pose notre source du jour. On se base sur un extrait d'un texte de Pierre Fraser, qui est linguiste et sociologue. Le titre, c'est IA, autonomie technologique et assujettissement sociétal. Tout un programme. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'on est bombardé d'articles sur l'IA qui va, je sais pas moi, prendre nos emplois, devenir consciente. Les scénarios catastrophes habituels, voilà. Mais Fraser, lui, nous invite à prendre du recul. Sa thèse est audacieuse, hein. Pour lui, l'IA, c'est pas le début de quelque chose de nouveau. C'est plutôt l'aboutissement, l'apogée d'un processus beaucoup plus ancien. Exactement. Le cœur de son argument, c'est que l'IA incarne une technologie devenue, et je cite, absolument efficace en toute chose. Et c'est cette efficacité vertigineuse qui lui donnerait une sorte d'autonomie. Précisément. Mais attention, pas une conscience, hein, une autonomie fonctionnelle. Et ça change complètement les règles du jeu. Elle n'a pas d'intention propre, mais sa logique interne d'optimisation est si puissante. Qu'elle finit par tout absorber. Oui, elle absorbe les autres technologies, et surtout elle nous oblige, nous les humains, à nous aligner sur sa façon de fonctionner. C'est nous qui nous adaptons à elle, Et non l'inverse. et non l'inverse. Ok, alors cette idée d'autonomie, c'est vraiment le cœur du réacteur. Fraser dit que la technologie n'est plus un simple outil à notre service, mais Une force en soi, une sorte de seconde nature. c'est une affirmation énorme. Comment il défend ça? Mais il l'explique par deux concepts clés. Le premier, c'est la complexité. La complexité. Oui, le système technique mondial est devenu un enchevêtrement si dense et interdépendant. Pensez aux réseaux électriques, aux chaînes logistiques, aux flux financiers qui circulent en nanosecondes. Tout est connecté. Absolument tout. Et Fraser dit que cette interdépendance est telle qu'il est devenu impensable de tout débrancher et de repartir de zéro. Le système a sa propre inertie, sa propre vie, si vous voulez. C'est un peu comme un récif corallien. Au début, c'était des organismes distincts, et maintenant, c'est un écosystème unique. Si on essaie d'enlever une partie, tout s'effondre. C'est ça. On est déjà piégé, en quelque sorte, même avant l'IA. D'accord. Et ça mène à son deuxième concept, ce qu'il appelle l'unicité technologique. L'unicité, c'est-à-dire? Dès qu'une technologie atteint ce niveau d'efficience et devient la norme, comme l'électricité, Internet ou aujourd'hui l'IA, elle ne reste pas dans sa boîte. Elle se ramifie partout. Elle infuse toute la société. Elle devient le terrain de jeu sur lequel tout se passe. Voilà. Et du coup, l'efficacité n'est plus une option, ça devient une obligation. Si une solution plus rapide, moins chère, plus performante existe, on est presque contraint de l'adopter pour rester dans la course. Ah oui, c'est clair. Une entreprise aujourd'hui peut difficilement fonctionner sans une présence en ligne, sans une logistique optimisée. Sans paiement numérique, Exactement. Ce ne sont plus des choix, c'est la base. On ne construit plus une société sans ces choses, on construit autour d'elle. le système technique n'est plus un ensemble d'outils qu'on choisit. C'est l'environnement dans lequel on évolue. Cette idée d'un système qui s'emballe tout seul, d'une croissance qui nous dépasse, ça fait tout de suite penser au fameux concept de singularité technologique. C'est de ça qu'on parle, hein? On y vient. Et c'est là que Fraser apporte une nuance qui est capitale. Il rappelle bien sûr Ray Kurzweil et sa loi du retour accéléré. Qui est une extension de la loi de Moore sur la puissance des puces. C'est ça. L'idée est simple, chaque nouvelle technologie accélère l'émergence de la suivante. Des ordres plus puissants permettent de créer des simulations plus complexes, qui permettent de concevoir des matériaux plus performants, qui permettent de construire des ordis encore plus puissants. La boucle est bouclée. Une boucle de rétroaction positive, oui. Une accélération exponentielle. Et dans ce schéma, on a tendance à voir l'IA comme le moteur ultime. L'étincelle qui met le feu aux poudres. Oui, et c'est là que Fraser nous dit « Attention !» Pour lui, l'IA n'est pas la cause de ce phénomène. Ah, Elle n'en est qu'un accélérateur, un catalyseur si vous voulez, mais surpuissant. La vraie cause, c'est cette complexité et cette unicité du système dont on parlait juste avant. Ça préexistait bien avant l'IA moderne. Donc selon lui, s'il n'y avait pas eu l'IA, autre chose aurait pris sa place. il pense que oui.
une autre technologie, peut-être en biotechnologie ou en nanotechnologie, aurait fini par jouer ce rôle. Le fait que ce soit l'IA, il dit que c'est presque un concours de circonstances. Attendez, ça change tout. Parce qu'on passe notre temps à débattre des dangers de l'IA, de sa conscience, de son contrôle. Mais si Fraser a raison, on se trompe de cible. C'est un peu ça, oui. Le vrai sujet, ce n'est pas l'IA, c'est ce système technique global, cette machine folle dont on ne parle jamais. C'est exactement la perspective qu'il propose. L'IA n'est pas une force extérieure qui vient nous envahir. C'est le symptôme, le prolongement logique d'un système qu'on a nous-mêmes mis en place et qui a atteint un point de non-retour. Se focaliser sur l'IA, c'est regarder le doigt quand le sage montre la lune. Jolie formule, mais c'est l'idée. Le vrai sujet, c'est notre rapport à l'efficacité à tout prix. Et pour comprendre ce rapport, cette quête d'efficacité, Fraser revient à un penseur français, assez radical et finalement peu connu du grand public, je crois. Jacques Ellul. Absolument. Ellul, dès les années 50, a développé un concept qu'il nomme la technique. Et pour lui, ce n'est pas juste la technologie ou les machines. C'est plus large que ça. Beaucoup plus. La technique, c'est la recherche systématique, dans tous les domaines, du fameux One Best Way, du moyen le plus efficace. C'est une mentalité, une rationalité qui cherche à optimiser, quantifier, standardiser, tout ce qu'elle touche. Que ce soit l'industrie, l'administration. Le sport, et même les relations humaines. Et ça, aujourd'hui, on le voit partout. Ça me fait penser aux applis de productivité qui optimisent chaque minute de notre journée, aux montres connectées qui quantifient notre sommeil, nos pas. Même aux algorithmes des applications de rencontres qui essaient de trouver le match optimal basé sur des données. C'est ça. On applique une logique d'ingénieur à toute notre vie. C'est la définition même de la technique d'Ellul. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe immense que Fraser met bien en lumière. Lequel ? Chaque innovation technique nous est présentée comme un outil de libération. La voiture nous libère des distances, le smartphone du bureau, Internet de l'ignorance. Mais la question c'est, est-ce que la somme de toutes ces libérations nous rend collectivement plus libres ? C'est une excellente question. On se sent individuellement plus puissant, mais est-ce qu'on n'est pas, en tant que groupe, plus contraint ? Fraser prend l'exemple de Facebook. Il est parfait. Plus d'1 milliard de personnes utilisent librement la plateforme pour se connecter, s'exprimer. Un acte de liberté individuelle, répété 1 milliard de fois. Voilà. Mais le résultat, c'est quoi ? C'est une masse humaine incroyablement cohérente, prévisible, dont les comportements sont façonnés par les algorithmes pour maximiser l'engagement. Et les revenus publicitaires, bien sûr. Évidemment. Mais est-ce que c'est vraiment de la soumission ? Personne ne nous force à aller sur Facebook. On pourrait dire que c'est un choix, un arbitrage. On accepte que nos données soient utilisées en échange d'un service gratuit. C'est un argument qui se défend, mais Ellul et Fraser répondraient que ce choix est une illusion. L'environnement est devenu tel que ne pas être sur ces plateformes a un coût social ou professionnel qui est très élevé. Le choix n'est pas réellement libre parce qu'une des options est devenue la norme par défaut. Exactement. Et surtout, le point crucial, c'est que la somme de ces milliards de petits choix libres crée un système collectif qui, lui, n'est pas libre du tout. Il répond à une logique purement technique d'optimisation, une logique qui nous échappe. La liberté individuelle qui nourrit une prévisibilité collective, c'est ça le paradoxe. C'est ça. Alors, comment fonctionne concrètement ce processus d'assujettissement ou d'assimilation, pour utiliser un mot moins chargé, hein. Comment ce système nous absorbe-t-il ? Ellul avait cette formule assez frappante. La puissance technique cherche inconsciemment à éliminer tout ce qu'elle ne peut pas assimiler, à transformer en machine tout ce qui ne l'est pas encore. Précisément. Et Fraser montre que les technologies numériques sont l'outil rêvé pour ça. Elles imposent leur logique à travers 3 processus, la dématérialisation, la délocalisation et la détemporalisation. D'accord, ce sont des concepts un peu abstraits. Concrètement, ça veut dire quoi ? Prenons un exemple que tout le monde connaît, Uber. Uber ne vend pas de voiture, n'emploie pas de chauffeur au sens classique. Elle vend une information, une mise en relation optimisée. C'est la dématérialisation. Mais surtout, elle délocalise. Elle opère dans un pays, mais sa structure fiscale peut être dans un autre, bien plus avantageux. Elle se place en dehors des cadres réglementaires traditionnels du travail, de la fiscalité. Elle ne joue pas selon les mêmes règles. Et Airbnb fait exactement la même chose pour l'hébergement. Ces plateformes ne font pas qu'optimiser un service, elles dynamitent les règles sociales et fiscales qui ont mis des décennies à se construire.
Exactement. Et la conséquence, c'est que les États, les villes, les régulateurs sont constamment en train de courir après elle pour tenter de s'adapter. La technologie ne s'insère pas dans la société. Elle force la société à se reconfigurer autour d'elle. C'est la technique qui dicte la loi et non l'inverse. C'est ça le processus d'assimilation. Le réel est contraint de s'adapter à la logique du numérique. D'accord, si je résume le puzzle jusqu'ici, on a un système technique global déjà autonome à cause de sa complexité, Oui, qui tend vers l'efficacité maximale. L'IA débarque, elle agit comme un turbo sur ce système et elle nous assimile en reconfigurant les règles du jeu. Le tableau est assez sombre. il l'est. Et la conclusion de Fraser est peut-être la partie la plus troublante. Ah, Il dit que cet assujettissement total, cette adaptation complète de la société à la logique technique, risque de passer complètement inaperçu. comment ça? La raison est simple. Ce processus ne se présente pas sous les traits d'une dictature froide et menaçante, mais sous ceux de la convivialité, du service, du confort, Et de l'efficacité, bien sûr. et surtout de l'efficacité. On en arrive au point final, et il est puissant. L'auteur pose une question rhétorique, qui remettra en question une IA qui permet de développer des nanotechnologies pour guérir le cancer, Qui optimise les réseaux pour fournir une énergie propre, bon marché. qui conçoit des villes intelligentes, fluides et non polluantes. La réponse est personne, ou presque personne. Le contrat est beaucoup trop alléchant. La soumission se fait par les bénéfices. C'est le piège parfait. On cède notre autonomie, notre capacité à choisir des voies moins optimales, mais peut-être plus humaines, non pas sous la contrainte, mais par pure séduction. On n'a pas l'impression de perdre notre liberté, on a l'impression de gagner du temps, de la santé, de la sécurité. Exactement. On signe le contrat sans lire les petites lignes, parce que le titre en gros caractères promet le meilleur des mondes. C'est une excellente image. Le prix à payer, c'est l'alignement de toutes nos structures sociales et même de nos comportements individuels sur un seul critère, l'efficacité, définie par la machine. Alors que retenir de toute cette exploration? L'argument de Pierre Fraser, c'est C'est un vrai changement de perspective. Plutôt que de paniquer face à l'IA comme s'il s'agissait d'un envahisseur, il nous invite à la voir comme un miroir grossissant. le miroir de notre propre obsession pour l'efficacité. Oui. On en revient à notre image de départ. On croit tenir le volant, mais peut-être que l'IA, c'est juste le GPS ultra performant qui a déjà calculé pour nous la seule et unique route optimale, et on la suit. On la suit sans même plus se poser la question. Ce qui est fascinant, et c'est important de le souligner, c'est que cette analyse ne diabolise pas la technologie en soi. Elle ne dit pas « c'est mal ». Elle décrit un processus, une logique, presque mécanique, inéluctable si on n'en prend pas conscience. Et cela soulève une dernière question. Une question qui n'est pas explicitement dans le texte, mais qui l'inspire profondément. Je vous écoute. Si la mission de la technique est de rationaliser, de quantifier, d'optimiser tout ce qui est extérieur à nous, qu'advient-il de tout ce qui, en nous, n'est ni efficace, ni rationnel, ni optimisable? Quel est le sort de l'hésitation, de l'erreur? Du doute, de l'inutile, du poétique ou de la simple contemplation, dans un monde entièrement régi par le critère de la performance.